on l'évoquera aussi un peu plus tard. Il me semble que vous préférez organiser des séminaires plutôt que des réunions autour de table, et que peut-être dans ces temps de dialogue, de relation, d'échange avec celles et ceux qui vous soutiennent, il y a, j'ai cru comprendre, le fait de définir un vocabulaire commun. Parce qu'il faut d'abord se comprendre, idéalement une même langue, mais même plus que la langue, avec un vocabulaire commun, de façon à pouvoir envisager un imaginaire qui soit collectif. Et quand je dis collectif, c'est collectif entre ici, celles et ceux qui vous sollicitent, et puis les usagers, les utilisateurs, les clients, quoi. Alors, au départ, moi, la question des vocabulaires, elle m'a toujours beaucoup habité. Dans un des premiers outils qu'on avait fait, qui s'appelait le carré magique, on avait fait référence à des outils de sémiotique, en fait, de vocabulaire, parce que je trouvais ça très intéressant de voir comment on pouvait positionner la question des vocabulaires les uns par rapport aux autres. Je ferme cette parenthèse, mais donc on a fait beaucoup d'efforts là-dessus, et puis on s'est dit, le vocabulaire commun, comme tu le dis, c'est entre les gens qui font le projet. Et quand on est arrivé dans le domaine des éthiques du care, on a commencé à rentrer dans des univers spécifiques, notamment par exemple celui de la psychiatrie. Et là, pour moi, ça a été un bouleversement. C'est-à-dire que du coup, on voit à quel point cette question des vocabulaires qu'on peut mettre au centre de la table dans une entreprise en étant déjà assez loin les uns des autres, quand on travaille avec les personnes concernées en psychiatrie, du coup, c'est plus le vocabulaire la question c'est l'accès à l'autre, quoi. Et cet accès à l'autre, il demande une forme déjà d'acceptation de sa propre vulnérabilité, parce qu'on se retrouve dans des situations où ce n'est pas forcément évident, mais il peut être hors du vocabulaire. Il peut être par des gestes, il peut être par des ateliers de fabrication, il peut être par des déambulations, il peut être par des regards, et je trouve que c'est vraiment des endroits où on apprend justement que ce vocabulaire de la co-création, de la création commune, il peut passer par plein d'autres médias que le média du verbe, quoi. Et le média du verbe, nous, c'est notre média là où on est, à la place où on est, qui est extrêmement, j'allais dire, rassurant, mais aussi très codé, et qui n'existe pas de la même manière dans plein d'autres univers. Il faut trouver ces accès, et cet exercice de l'accès, moi, il me semble aujourd'hui extrêmement important dans ces mondes de fragilité. Et quand je dis ces mondes de fragilité, ce n'est pas que l'hospitalier et la psychiatrie, c'est là où on est en train de tous aller, d'une manière ou d'une autre, et c'est vraiment le sujet, je pense, des prochaines années, quoi. Alors, je voudrais qu'on aborde aussi les pratiques ou les tendances du design, puisque le design, il est à la fois très pratique, puisque très englobant. On peut y voir le design d'objets industriels, graphiques, et quantité d'autres, hein, on en a évoqué quelques-uns. Donc, j'en ai pris quelques-uns au hasard, mais j'en ai vraiment pris que quelques-uns, parce qu'il y en a énormément. On le reproche parfois au design, hein, d'être tellement englobant qu'on ne sait plus trop bien de quoi on parle. Et puis c'est peut-être très bien comme ça. Je voudrais qu'on commence avec ce qui me semble t'anime, cette idée du penser sur le faire, du raisonnement sur l'objet. Comme tu disais tout à l'heure, s'il n'y a pas d'objet à la fin, ce n'est pas grave, il peut y avoir autre chose, hein, qu'un objet. Donc ça, c'est un terme très tendance actuellement. Il y a, je dirais facilement une bonne quinzaine d'années, le design thinking. Est-ce que tu te reconnais dans cette terminologie? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, parce que c'est... Enfin, moi, j'aime bien le design thinking, je vais le dire comme ça, parce que je ne veux pas non plus faire celui qui n'est pas de cette chapelle, parce que je pense que le design a beaucoup trop de chapelles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le design thinking, c'est quand même un moment très anglo-saxon, qui amène le design dans le monde managérial, et qui donc va avoir, j'allais dire, une qualité et un défaut. C'est-à-dire que sa qualité principale, c'est qu'il va faire rentrer le terme de design dans des postes de direction. Ouais. Donc d'un coup, des directions d'entreprise ou d'organisation vont arrêter de dire que le design, c'est ah ben non, mais j'ai pas besoin de changer ma chaise ou de changer la couleur de mon bureau. Donc ça, c'est quand même sacrément intéressant, quoi. Pour nous, ça a quand même changé les choses, quoi. C'est que du coup, on a accès à des gens qui arrêtent de penser comme ça. Après, j'allais dire, le truc un peu raté, c'est que c'est très anglo-saxon dans le sens où on en fait une méthode qui est extrêmement industrialisable, avec... bon, les designers disent que c'est du design de post-it, enfin, il y a tout un tas de trucs, vraiment, que oui, maintenant, ça devient des petits ateliers de co-création avec des post-it. Bon, tout ça, ça a beaucoup dévoyé ce qu'était le design, donc je n'aime pas cette partie-là. Mais je trouve que ça a quand même percé quelque chose et fait percer le design dans des environnements où il était vraiment perçu comme de la décoration, quoi. Donc ça, c'est... Ouais.
aujourd'hui, le design thinking, je pense qu'il a un peu plus de mal. Il a été très récupéré par les cabinets de conseil, il a été très récupéré par des environnements managériaux, en fait, de transformation, etc. Et nous, on ne l'utilise pas en tant que tel, quoi. Voilà, c'est pas un terme je garde ton expression de design de post-it, qu'on a beaucoup entendu aussi dans la valeur post-it, dans le experience design, ouais. où tout à coup, il n'y avait plus d'interface, il n'y avait plus que des post-it. Ouais. Le post-it a une vraie valeur, mais bon, peut-être pas tout seul. Alors, il y a une forme de design que je connais un tout petit peu, qui m'interroge, qui m'intéresse. On utilise plusieurs termes, design critique, design fiction, design spéculatif. Je pense à Duane Raby, au Royal College of Art. Je connais beaucoup d'artistes qui sont passés par là. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'ils produisent finalement plus d'artistes que de designers. Comment tu regardes, toi, cette tendance, j'ai presque envie de dire un petit peu arty du design? Bah, moi, sur le design critique, je trouve que c'est génial. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de... Alors, toute cette mouvance plus anglo-saxonne, qui fait suite quand même au design radical italien, etc., qui a eu quand même son temps de critique aussi assez violente, qui était plus ludique, qui était plus joyeuse, plus jouisseuse aussi, quoi, mais effectivement, dans les gens dont tu parles, je crois qu'il y a une citation que je trouvais super bien, c'était mais pourquoi les designers ont fait ce serment, comme s'ils avaient fait un serment d'Hippocrate, de ne jamais dessiner des choses moches, qui feraient du mal, etc. Et donc, dans ce qu'ils produisent, c'est très beau. Ils font justement ça, quoi, des trucs qui questionnent beaucoup ça. Moi, je suis très touché par ça. Je trouve que c'est très fort, que c'est très puissant. J'arrive pas tellement à l'intégrer autant que je voudrais dans les projets, parce que il faut, je sais pas, je pense que je suis pas avec les bons commanditaires pour ça. Mais c'est toujours quelque chose que je suis très près. Et je pense que je suis plus à l'aise, moi, à passer par le regard critique de la recherche et moins sur ce côté-là que j'aime beaucoup regarder et lire, par contre. Je trouve que c'est un courant, quoi. J'aime beaucoup. Alors l'autre design dont on parle énormément aujourd'hui et qui est à la réunion du design graphique, du projet, de l'interface, c'est le fameux experience design, le UI, UX, tous ces termes-là. Aujourd'hui, si on regarde les offres d'emploi, il y en a énormément, dont on dit qu'il est orienté utilisateur. En même temps, finalement, vous n'êtes pas si proche de cette idée-là, même si elle a peut-être un petit peu dévié. Et comment tu vois cette experience design? C'est un terme effectivement qui est assez utilisé, qui a été très... En fait, je pense qu'avec l'arrivée du numérique, il y a quand même toute une frange du design qui s'est structurée autour précisément de cette spécialité et qui s'est un peu éloignée, ou enfin, en tout cas, c'est deux mondes qui se sont un peu éloignés, à mon avis, puisque aujourd'hui, les vocabulaires autour de l'UX, etc., c'est quand même assez spécifique, même les méthodes agiles, les trucs, les machins, c'est des trucs qu'on retrouve pas tellement dès qu'on se rapproche de choses où on va plutôt créer des environnements, plutôt des relations et tout. C'est devenu un peu spécifique. C'est comme si c'était, je trouve, ça s'était professionnalisé comme une expertise métier, mais qui est un peu du coup sortie d'une expertise créateur. Et c'est un peu comme ça que je le ressens aujourd'hui. Alors souvent, quand on parle d'expérience, finalement, le but ultime étant d'amener l'utilisateur, l'utilisatrice au fameux call to action, pour dire le bouton d'achat. Mais ça, évidemment, ça n'est pas que ça. Alors, il y a une autre tendance du design que moi, j'ai vu émerger dans une conférence Cumulus dans le nord de l'Europe, il y a déjà une bonne dizaine d'années, et puis tout à coup on s'est mis à en parler. Alors j'avoue que j'ai des problèmes, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est ce qu'on appelle le design management. Alors déjà c'est vrai que j'ai toujours un petit peu des problèmes avec les managers, les manageuses, donc forcément c'était mal parti pour moi, mais est-ce que toi tu es plus bienveillant avec les design managers? Alors je ne suis pas très bienveillant avec le design management, je suis bienveillant avec les design managers, parce que je trouve qu'ils ont bien du courage. Oui. C'est arrivé en fait de façon assez logique dans l'histoire du design quand les designers ont commencé à être des designers intégrés dans les entreprises. On pense à Decathlon en France, on peut penser à Legrand aussi, etc. Et du coup, il a fallu manager ces designers, il a fallu manager le design dans l'entreprise avec l'espoir qui ne s'est pas toujours réalisé, en tout cas, qu'un jour le designer de l'entreprise allait monter au CODIR avec le directeur marketing, le directeur des finances et tout. Il y a eu une espèce de mythe comme ça. Je comprends que c'est un peu l'équivalent.
on va dire en graphisme, en communication, des directrices et directeurs de création qui vont aussi prendre le brief chez le client. Mais ça, c'est parce que tu es encore dans l'agence. Ouais. Alors que là, ça serait le directeur de la communication. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et après, bon, manager le design, ça a sûrement du sens. Hein. De toute façon, tous managent dans une entreprise. Donc, à partir du moment où tu rentres dans l'entreprise, tu peux toujours dire manager, ça ne mange pas de pain. Mais est-ce que ça sert vraiment un regard contemporain du design? Moi, j'en suis pas sûr. Ça sert surtout une manière d'avoir des gens qui s'assurent que le design va bien être digéré par le capitalisme correctement, j'allais dire, mais pour le dire un peu durement, mais bon, quand même.